take-off. Press 7. 8 knots. Check. Ça prend pas le temps de bonsoir, de Tango 3, niveau 08, gauche et attendez. Eh bien, bonsoir, Rotate, bonsoir, de dans la France, en 2 ans. Good morning, ladies and gentlemen. You're all very welcome to return flight already 401 to London Heathrow. Et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue ce soir dans la zone aéro, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission ce mercredi soir, bienvenue à toutes et tous, vous êtes déjà un certain nombre connectés, ça fait très plaisir, salut à Nico qui est là, qui est branché, Alex, Seb, Fred, un petit coucou également à tous les nouveaux qui sont arrivés cette semaine, bienvenue, posez vos valises, bienvenue dans la zone, Dave est là, Fingergold, Alto, Clestony, Mutt, Freegeek, Rose, Roxy, Théo, enfin voilà, il y a du monde qui est connecté. Merci de nous avoir rejoints, merci à Seb qui a renouvelé son sub, ça fait plaisir. Et ça nous soutient également. Coucou à toutes et tous. J'espère donc que tout va bien pour vous. On démarre donc cette émission comme d'habitude avec tout ce dont on va parler ce soir. Donc on va déposer ensemble le plan de vol de l'émission, mais juste avant, 2-3 petites news. Les nouveautés de la semaine, on va dire. On est en train de lancer une boutique en ligne de la zone aéro. Donc prochainement, il devrait y avoir des goodies. Certains d'entre vous en ont demandé, donc on est en train de travailler un petit peu là-dessus. Il va y avoir des stickers, il va y avoir pas mal de choses. Et il y a déjà un lien de prévisu qui est mis dans le Discord de la zone, donc n'hésitez pas. Dans le programme à venir, et ça je voulais vous en parler aussi, alors pas mercredi prochain mais dans 15 jours, on recevra notre amie Hélène, météorologue, qui va venir nous parler de la vie quelque part d'un cumulonimbus, comment est-ce que ça se forme, comment est-ce que ça se comporte, et on aura vraiment des avis, enfin comment dire, pas un avis mais une expertise assez poussée, puisque Hélène est la météorologue en chef de la zone, donc ça sera le mercredi 18, notez si vous êtes amateur de météo. Ça se passera ici. Voilà, si tout va bien, si tout est ok, bonsoir David, bonsoir Fred qui ont participé déjà sur le chat. Je vous rappelle une chose les amis, c'est que pendant l'intervention de Michael, puisque ce soir vous savez qu'on va parler de radionavigation, on va en reparler tout de suite en déposant le plan de vol de ce soir, n'hésitez pas à venir poser vos questions sur le chat. On est là aussi pour ça, vous avez des questions, vous avez des zones d'ombre, vous voulez aborder un point précis, posez vos questions, on les met de côté et évidemment on revient avec nos experts pendant toute la durée de l'émission sans aucun problème. On est bon, on attache les ceintures, on dépose tous ensemble le plan de vol de l'émission, on aborde le sommaire. Le sommaire donc de l'émission de ce soir, on va l'afficher tout de suite, l'actualité du terminal, comme d'habitude. On change pas une équipe qui gagne avec les quelques news, il y en a 3 ce soir, 3 petites nouveautés qu'on va aborder ensemble, l'actualité. Voilà. Ensuite, la partie de ce soir dont vous avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux un peu partout, on va parler radionavigation ce soir avec Michael Bourgeois, notre GG Fetzeranou, qui va venir nous expliquer un petit peu tout ça, la radionavigation, le principe, les grands thèmes, en rappelant que Michael est notre TKI préféré puisqu'il intervient sur les formations ATPL et notamment sur cette matière, le 062. Et puis donc en fin d'émission, la foire aux questions, la remise de gaz. S'il y a des questions que vous n'avez pas posées pendant le chat, enfin sur le chat pendant l'intervention de Michael, pas de souci, vous pourrez les reposer sans aucun problème. Et puis évidemment, si vous en avez en cours d'émission, posez-les en direct sur le chat et nous on les met de côté. On a l'outil qui va bien, donc allez-y, cette émission c'est aussi la vôtre, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà pour le sommaire de l'émission, le plan de vol est posé, donc on attaque tout de suite l'actualité du terminal. Et
Et l'actualité du terminal qui commence ce soir avec un petit point sur le 777, le Boeing 777-300 d'Air France. Vous avez peut-être vu, hein, il y a eu pas mal de choses qui ont été dites là-dessus. On en avait parlé d'ailleurs lors du fait divers. On avait dit attention, il faut attendre le résultat du rapport, au moins du dérochage des boîtes noires. Donc du FDR et du VCR pour en savoir un peu plus, et c'est ce qui a été fait, et l'avion d'ailleurs a été mis hors de cause. Si vous voulez avoir un débriefing un peu complet, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de AT, Pierre-Henri Chuet, qui a fait un débriefing très complet là-dessus. Il est vraiment rentré dans les détails avec les inclinaisons, avec tout ce qui va bien. Mais sachez, donc on ne va pas s'éterniser plus longtemps là-dessus, mais sachez que l'avion en tout cas a été mis hors de cause. Le Quick Access Recorder donc a confirmé qu'en fait il n'y avait pas de soucis techniques sur l'avion. Donc on s'oriente vraiment sur un problème de facteur humain, et en l'occurrence on parle de synergie du cockpit, donc la manière dont les pilotes travaillent ensemble dans le cockpit, qui est vraiment mis sous la loupe, puisqu'il y a vraiment un flou qui apparaît dans les domaines d'action pilote-copilote. Quand il y a un des deux pilotes qui est en vol, donc il pilote, donc c'est le pilot flying, et puis il y a le pilot monitoring. Donc il y en a un qui fait voler l'avion quelque part, qui pilote, et l'autre qui se charge des actions annexes et qui va également faire du cross-checking, donc vérifier que le collègue à gauche fait bien le bon boulot au bon moment, et tout ce petit monde se coordonne bien. Donc là, visiblement, il y a eu des actions contraires au niveau des commandes notamment, donc on est vraiment en train d'étudier un petit peu ça. Quand on est PF ou PM, la vraie question à se poser, c'est qui fait quoi et quand. Et donc là, effectivement, il y a un flou. Donc je pense qu'on aura un peu plus d'éléments dans les semaines qui viennent. Je pense que ça va jaser du côté au-dessus de la compagnie nationale. Et maintenant on va voir comment tout ça a été géré techniquement, et on va rentrer plus en détail dans les procédures qui sont utilisées par les pilotes. Voilà donc ce qu'on pouvait dire en tout cas dans un premier temps sur ce 777-300 Air France mis hors de cause. Donc c'est pas un problème technique, on peut voler tranquille. L'actualité suivante, on va s'orienter du côté des avions écoles. On va aller du côté de chez Diamond, donc le constructeur, le célèbre constructeur autrichien, qui, eh bien, il avance. Il continue d'avancer. Vous voyez sur la petite diapo qui est ici, voilà, un DA40 électrique qui est toujours en cours de développement. Donc on pense que Diamond pourra sortir cet élément, puisqu'il est en collaboration également avec Safran, la société Safran qui normalement devrait motoriser cet avion, et on espère pouvoir voir les premiers vols début d'année, fin 2022 plutôt, peut-être début 2023 en tout cas. Le travail est toujours dessus, mais par contre d'autres appareils comme ceux-ci sont en production, on va dire effective. Le premier à gauche, c'est le DA50 RG, donc un Diamond à 5 places, c'est comme un DA40 mais un peu plus gros, avec un moteur de 300 chevaux, mine de rien, qui tourne au Jet A1, 5 places. Il est équipé en Garmin NXi, avec un GCU 476 pilote automatique, enfin il y a tout dedans, assez perfo, 181 nœuds de vitesse de croisière, ce qui est plutôt pas mal, 750 nautiques, et il consomme 34 litres par heure seulement. Pour un moteur de 300 chevaux, c'est quand même pas mal. Donc 9 US gallons par heure. Donc lui, évidemment, c'est un nouvel appareil, tout en carbone, donc pas fer de lance de Diamond, puisqu'on a aussi le DA62 en bimoteur. Là, vous l'avez sur la photo de droite, qui est une évolution qui date déjà, on va dire, d'un petit moment, depuis quelques années, et qui est, on va dire, l'évolution en exploitation commerciale du DA42. Donc il est modulable jusqu'à 7 sièges, 2 fois 180 chevaux, 160 nœuds de croisière. Donc vous voyez que la croisière est un peu inférieure à celui du DA50, mine de rien. 34 litres par heure, et par contre il peut aller beaucoup plus loin, puisqu'il peut traverser 1300 nautiques, ce qui est plutôt pas mal. Donc tous ces avions-là, c'est vrai qu'on avait remarqué une certaine, pas incapacité, mais une petite baisse de puissance de Diamond pour fournir des pièces, et ce qui fait qu'il y avait pas mal de problèmes au niveau de l'acheminement de ces pièces, pour la maintenance en tout cas. Et il s'avère que pour contrer un petit peu ça, et surtout pour augmenter le délai, raccourcir le délai de livraison des avions, une nouvelle chaîne va s'installer cette fois-ci en Chine,
pour espérer, selon Diamond, si tout va bien, pouvoir doubler les livraisons d'ici 2024. Donc à suivre, on devrait voir de plus en plus d'appareils Diamond en vol, notamment dans les écoles, mais aussi dans l'aviation d'affaires. Dernière partie même de cette actualité du terminal, c'est le lancement qui a été déposé au Luxembourg pas plus tard que lundi d'une nouvelle compagnie aérienne qui s'appelle Flylux Airlines. C'est une nouvelle compagnie dite verte. Donc cette compagnie verte située au Luxembourg a pour objectif, en exploitant des A320 Neo et des 321 Neo, de réduire évidemment l'impact en CO2. C'est le nouveau fer de lance des compagnies vertes. Donc elle investit dans des 320 Neo qui vont donc réduire l'impact carbone estimé à moins 20% et surtout le bruit aussi à moins 50%. C'est ce qui est annoncé. Avec des 320 Neo 180 sièges. Et également des 321 Neo qui vont permettre d'aller beaucoup plus loin, 220 sièges, 11 tonnes de fret, 11 tonnes de cargo. Et l'objectif de la compagnie, c'est de faire à la fois du vol charter, du vol VIP, de l'événementiel et du fret, bien sûr. Voilà, donc on va suivre un petit peu ce lancement qui a été déposé encore une fois au Luxembourg, pas plus tard que lundi. Donc une nouvelle compagnie qui voit le jour, ça veut dire aussi que ça repart un petit peu. Et ça, c'est plutôt bon signe. Voilà pour l'actualité du terminal. Pas de questions dans le chat, tout va bien. Bienvenue à tous les nouveaux qui viennent d'arriver. Posez vos valises, installez-vous avec plaisir. Et écoutez, on va continuer avec la séquence suivante. C'est la partie un expert à la radio. Et ça tombe bien puisqu'on va parler de radionavigation. Et on va retrouver tout de suite notre ami Michael pour aborder le sujet principal de ce soir. Un expert à la radio et on l'incruste tout de suite. Le voilà, il est beau, il est derrière son ordi. Notre GG Felzer de la zone. Bonsoir Michael. Bonsoir Seb, ça va bien? Ça va bien? Eh bien écoute, tout va bien. Re-bienvenue dans la zone, parce qu'on a pu discuter quelques moments avant, mais voilà, tout le monde est là. Et ce soir, déjà merci de nous retrouver pour parler radionavigation, qui est le thème de ce soir. Donc, j'ai envie de te dire, dis-nous tout, mais là, ça serait trop facile. Parce qu'en fait, je t'envoie le truc et je te laisse te débrouiller. C'est pas exactement ça. Si vous avez des questions sur le chat pendant les démonstrations, je le redis, je le répète, n'hésitez pas à intervenir. Mickaël, qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors déjà, tu es expert, on va dire entre guillemets en radionavigation, en tout cas TKI sur la matière 062 du pilote de ligne théorique. C'est ça, exactement. Voilà. Et l'objectif de ce soir, c'est pas de rentrer non plus dans tous ces détails-là, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais c'était d'aborder de manière globale, on va dire, cette partie radionavigation de manière plus matérielle, plus technique. Déjà, pourquoi est-ce qu'on utilise en aviation de la radionavigation? Alors pourquoi? Tout simplement parce que très vite on s'est aperçu que voler à vue, si on voulait développer l'aviation, c'est très vite limité parce que on peut pas voler dans des nuages, on peut pas voler quand les conditions météo sont mauvaises. Donc très rapidement dans l'essor de l'aviation commerciale, on va dire, il a fallu développer des moyens pour pouvoir voler sans avoir aucune référence visuelle avec l'extérieur. Et notamment dans les phases critiques qui sont le décollage et l'atterrissage principalement. Donc la radionavigation, on va dire que c'est un peu la mise en place de tous les moyens techniques, à la fois dans l'avion, à la fois au sol, à la fois en termes de compétences et de formation du personnel, qui vont permettre de voler sans avoir aucune référence visuelle avec l'extérieur. Voilà comment je définirais le sujet en fait. D'accord, bonne définition. Alors si on parle radionavigation, évidemment, on peut penser qu'on va parler technologie. Et finalement, avant d'arriver à ce qu'on connaît aujourd'hui, parce qu'on est quand même... on a fait de grands pas, je pense, dans l'histoire de l'aviation depuis rien du tout jusqu'à aujourd'hui. Comment, on va dire, la technologie a suivi un peu ces phases de radionavigation? Alors à la base, c'est vrai que quand on parle de voler sans référence visuelle,
on va souvent avoir l'impression que c'est quelque chose qui sort de nulle part et qui est extrêmement récent, etc. Mais en fait, non, pas du tout, puisque les débuts de la radionavigation proprement dite, on va dire que c'est il y a quasi un siècle, en fait, hein, quasi un siècle, hein, les années 20-30, où avec un simple émetteur radio, donc l'émetteur avec lequel on communique avec le sol, on va pouvoir faire déjà les prémices d'un guidage radionavigation avec ce qu'on a appelé notamment la radiogoniométrie en fait. Donc qui était une technique qui permettait aux gens au sol d'identifier une position d'un avion et donc par là même de lui fournir un guidage en fait. D'accord. Donc ça a été vraiment la base de la radionavigation, on va dire. Ok. Donc c'est pas du tout nouveau. Ouais. Et comment les choses ont évolué ensuite? Alors comment les choses ont évolué? On a développé surtout dans un premier temps ce qu'on va appeler des balises au sol, qui vont être en fait des émetteurs qui vont envoyer des signaux, donc des signaux radioélectriques. Et ces signaux vont être captés par des instruments spécifiques dans l'avion et avec l'interprétation de ces signaux de radionavigation, on va s'en servir pour guider l'avion, en fait, pour aider le pilote à suivre des routes, à suivre des trajectoires, à suivre des procédures, etc. Donc, on va dire que les premières balises un peu de radionavigation qui ont été entre guillemets modernes, ça va être ce qu'on a appelé les NDB, donc ce qu'on appelle en français le radiocompas, hein, des balises qui sont non directionnelles, qui émettent un signal et que l'avion capte et donc se dirige avec ce signal. Donc ça, c'est des choses qui sont encore utilisées aujourd'hui. Hein. C'est des choses qui ont été développées dans les années 30-40, on va dire. Ah oui. Et c'est des choses qui sont toujours en activité à l'heure actuelle, ouais, parce qu'effectivement, ça reste des choses qui sont fiables finalement, qui marchent bien et qui sont pas forcément très précises, mais qui sont très très fiables. D'accord. Ok. Donc ensuite, après ces premières balises, effectivement, elles ont montré un peu leurs limites en termes de précision. Hein. D'ailleurs, tous les gens qui nous suivent et qui pilotent et savent bien que quand vous faites une approche NDB à Béziers, par exemple, vous êtes dans les nuages, vous avez l'aiguille de l'instrument qui vous indique que la piste est droit devant vous, et en fait, vous sortez des nuages et la piste, elle est à 25 degrés à gauche, quoi. Donc, c'est des instruments qui restent très rudimentaires, qu'on continue d'utiliser en backup, on va dire, en support et parfois même en instrument principal, mais effectivement, en précision, c'est des choses qui ont évolué depuis, quoi. Donc ensuite, on va avoir ce qu'on appelle les VOR, notamment, qui ont été développés aussi dans les années 40, qui sont un type de balise qui va émettre également un signal et l'interprétation, encore une fois, de ce signal va indiquer à l'avion directement où il se trouve par rapport à la balise. Alors la différence par rapport au NDB, c'est que dans le cas du NDB, c'est l'avion lui-même qui interprète sa position, et dans le cas du VOR, c'est le VOR qui envoie directement à l'avion l'axe sur lequel il se trouve. Donc là déjà on a gagné en précision. On va pouvoir faire des trajectoires qui sont beaucoup plus précises, et qui dit augmenter la précision dit augmenter la sécurité aussi, puisque avoir une trajectoire plus précise, ça va permettre d'augmenter la sécurité des vols. Alors je rebondis sur ce que tu viens de dire, tu parles d'axe. Axe de quoi? Oui. Axe par rapport à quoi exactement? Axe par rapport à une balise au sol. Et coucou Jonathan qui fait coucou à Michael sur le chat. Salut Jonathan, depuis je l'ai eu au téléphone d'ailleurs, il est en France. Très bien. Je peux vous partager mon tableau blanc. Ouais, vas-y. Faire un petit dessin, ça va être plus précis. Ouais. Alors, partageons. Hop. Donc là, vous devez avoir mon tableau blanc normalement. Alors quand je parle d'axe, de quoi on parle? En fait, on va parler d'un système au sol. Donc si on représente le sol comme ça, voilà, on a au sol un dispositif qui va être quand même assez complexe, qui est
qui fait une quinzaine de mètres de diamètre, hein, quand même, c'est des très grosses installations, et qui va émettre des signaux dans toutes les directions. Et donc, ces signaux vont être captés par votre avion qui va être en vol quelque part. Donc, en vue horizontale, si vous voulez, ce qu'on va avoir, c'est une balise. Et cette balise, elle va émettre donc des axes, ce qu'on appelle des radiales en fait. Donc par rapport à une référence qui va être le nord magnétique, ok, ce nord magnétique, eh bien la balise au sol va vous indiquer, par exemple dans ce cas-là, vous vous trouvez sur le radial 0,70. Donc c'est vraiment un progrès immense hein, pour la navigation aérienne parce que d'un coup, vous êtes plus perdu, vous savez exactement où vous allez, vous allez savoir aussi si vous vous rapprochez ou si vous vous éloignez de la balise, etc. Enfin, c'est quelque chose qui a été assez révolutionnaire. Et bien évidemment, on va s'en servir également pour se guider dans les phases non seulement de croisière, mais aussi d'approche, d'atterrissage et éventuellement de décollage, quoi. Donc, par exemple, si vous avez une piste qui est ici, on va avoir une carte d'approche qui publiera que l'axe de la piste, il est sur le radial 270 par exemple. Voilà. Ok. 270. Donc c'est vraiment une précision qui va augmenter petit à petit. On va pouvoir avoir des trajectoires bien plus précises et on va pouvoir surtout se permettre de voler en suivant des trajectoires sans avoir aucune référence visuelle avec l'extérieur, ce qui est quand même le but à la base en fait. Ouais. Alors sur ton schéma, on voit que tu as orienté tout ça par rapport au nord magnétique. Est-ce que ça veut dire que Jean-Michel qui habite à côté vient avec sa petite boussole pour recaler à chaque fois la balise? Alors effectivement, il y a un calage qui doit se faire, notamment du fait que, peut-être comme vous le savez, le nord magnétique, c'est un point qui n'est pas fixe sur la planète. Il se balade de manière assez suivie, assez précise. Et donc, effectivement, oui, ça fait partie des choses qui expliquent que ce genre de balise nécessite beaucoup de maintenance au sol. Et donc beaucoup de frais de fonctionnement. Ça coûte très très cher à maintenir et donc c'est cette maintenance oui, qui explique. Qui c'est qui paye? C'est nous? Alors c'est vous, ouais, c'est vous. Ça fait partie du service public effectivement. D'accord. Ok. Tout à fait. Très bien. Et qui dit précision dit aussi de la part du pilote procédure de vérification en fait. Parce que on n'est jamais à l'abri que ce genre de système dysfonctionne. Donc, dans les procédures que vous avez à suivre quand vous volez en IFR, notamment, ça va être de vous assurer que le service est fonctionnel. Alors, il y a des procédures, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bon, on va écouter un code, etc. Mais ça fait partie du job de pilote aussi de vérifier que le moyen de navigation est effectivement reçu et opérationnel. D'accord. Très bien. C'est important. Ah, et merci à Gazemera qui vient de prendre un sub. Merci beaucoup pour ton soutien. D'accord, donc la balise est calée, on a déterminé des axes. Et ces axes, quelque part, alors sur ton schéma, on voit que l'avion il se rapproche de la balise telle que tu l'as dessinée. Je suppose qu'on peut aussi s'en servir pour s'éloigner de la balise. Et si on a une autre, passer de balise en balise quelque part. Exactement, ouais. On va avoir un système où le territoire est quadrillé avec un certain nombre de ces balises, hein, un peu partout. Si on dit qu'on veut aller par exemple du point A au point B, qui sont éloignés de 900 nautiques par exemple, évidemment la portée de ce genre de dispositif ne va pas être infinie. Donc il va falloir jongler d'une balise à l'autre en fait. Donc typiquement là par exemple on va partir du VOR je sais pas, de PPG par exemple, c'est à Perpignan. Si on veut aller vers l'est, on va peut-être après intercepter le VOR de Montpellier. Ensuite, on va avoir le VOR de Marseille, etc., etc. Donc, chaque branche de navigation va utiliser un radial de cette balise. Donc là, par exemple, si on veut aller du point A au point B, on va peut-être suivre
le radial 300, ok, 300 degrés par rapport à notre nord magnétique toujours, donc quand on dit le radial 300. On va l'utiliser en rapprochement, ensuite on va utiliser le radial 120 en éloignement, ok, du même VOR, pour éventuellement intercepter ensuite le radial 300 du second VOR en rapprochement, etc., etc. Et donc de proche en proche, c'est un système qui est absolument génial parce que ça va nous permettre de suivre un chemin qui est comme votre GPS dans votre voiture, comme votre smartphone, etc., quoi. On a une ligne qui est tracée. Dans l'avion, on a un instrument qui peut être très moderne, mais qui peut être aussi très, très rudimentaire, avec une petite barre au milieu qui vous indique que vous êtes en train de suivre le radial que vous avez sélectionné. Et ça suffit. Finalement, c'est un système qui va être très simple et à la fois très précis et très pratique. Alors, si on regarde bien les schémas que tu as pu faire, on peut imaginer, si on imagine que quelque part on met une roue de vélo, tiens, par exemple, par-dessus la balise, les rayons quelque part seront ce que tu nous expliquais, donc le radial. C'est exactement ça, tout à fait. Ça veut dire aussi que, et on le voit sur une roue de vélo, le plus on est proche, le plus les rayons sont serrés. Donc le plus on est loin, le plus ils sont espacés. Effectivement, effectivement. Comme on parle en degrés, si vous êtes à une distance de 50 nautiques de la balise, effectivement, 1 degré d'écart, ça va faire une différence très très importante en distance. Donc si vous n'êtes pas précis sur votre navigation, au plus vous êtes loin de la balise, effectivement, au plus vous êtes éloigné de votre axe. Donc là, si on reprend cet exemple-là où j'étais censé suivre le radial 300, mais en fait, je ne suis pas très précis dans ma navigation, je ne fais pas vraiment attention, je ne maintiens pas mon axe bien au milieu de mon instrument, et au lieu du 300, bah, je vais être par exemple sur le 303 degrés. D'accord? Donc ça se calcule, hein, c'est de la trigonométrie très simple. Et on va déterminer que notre distance latérale, notre erreur ici qu'on est en train de faire, elle est très très grande quand on est très loin de la balise et elle est minimisée quand on se rapproche de la balise. Donc effectivement, plus on est loin de la balise, plus l'erreur va être importante, effectivement, tout à fait. D'accord. Et Nico qui nous dit très clair, les explications faciles à comprendre. Bah écoute, c'est parfait. D'accord, donc on imagine que l'avion décolle, il passe de balise en balise. Tout à fait. Après, comment il peut estimer, qu'il va mettre tant de temps pour rejoindre cette balise, parce qu'il a aussi besoin de savoir ces informations-là. Alors souvent, notre avion. Ce genre de dispositif, il va être équipé d'un autre système qu'on va appeler le DME. Ok, donc en anglais c'est Distance Measuring Equipment, donc un dispositif qui va mesurer la distance et qui va vous indiquer sur une fréquence qui est associée à votre VOR, qui va vous indiquer la distance à laquelle vous vous trouvez et votre vitesse sol associée au rapprochement ou à l'éloignement de cette balise. Donc dans l'avion, c'est pareil, hein, c'est un deuxième instrument. Si on a une instrumentation classique, ça va être encore quelque chose de très rudimentaire, avec un petit écran où vous avez, par exemple, ici, je ne sais pas, 25 nautiques d'indiquer, et votre vitesse sol qui correspond à votre distance de rapprochement divisée par le temps, qui va être aussi indiqué sur ce genre de dispositif, quoi. Alors, je suis sûr que le chat est impatient de savoir comment ça marche. Je fais un peu mon Michel Chevalet, mais... Alors, comment ça marche? Donc, bon, c'est pareil, je ne vais pas trop rentrer dans la technique, mais en fait, c'est encore une fois, c'est des choses. Et moi-même, alors je dois dire que moi, le premier, hein, quand j'étais étudiant et que j'étudiais tout ça, ça me paraissait juste incroyable que finalement, on ait une balise au sol et que nous, on est en vol à 50 nautical miles, donc à 80 km de la balise, et on arrive à savoir exactement sur quel axe on est, et on arrive aussi à savoir à quelle distance on est. Ça me paraissait vraiment incroyable. Ça paraît des infos qui sont modernes, on va dire, mais encore une fois, il faut se rappeler que c'est des choses qui ont été développées dans les années 30, 40, 50, etc. Et là, pour le coup, le principe du VOR, c'est
C'est un système qui va envoyer 2 signaux en fait en fonction du radial sur lequel vous vous trouvez. Donc, encore une fois, bon, c'est un petit peu compliqué hein, si on rentre dans les détails, mais on va dire qu'il vous envoie un signal qui va correspondre à sa référence, qui est le nord magnétique, et en plus il vous envoie un signal qui va changer en fonction du radial sur lequel vous vous trouvez. Donc 2 signaux de la même fréquence, mais qui sont décalés en fait, qui ont une phase décalée. Et votre avion, dans votre instrument, dans votre avion, le seul job qu'il va faire, c'est qu'il va mesurer le décalage de phase entre ces 2 signaux qu'il reçoit en même temps. Et avec ça, ça va lui indiquer que vous êtes sur le radial correspondant. Donc par exemple, là, on était sur notre radial 300 degrés. Donc ça veut dire que les 2 signaux qui sont envoyés, ils ont un décalage de phase de 300 degrés. Donc c'est un signal électromagnétique, une onde sinusoïdale, et donc la première va partir à 0 et la deuxième, elle va partir à 300 degrés à peu près. Donc voilà. Et donc votre instrument là dans l'avion, c'est vraiment quelque chose de super rudimentaire, même si dans les avions modernes on a des écrans, on a des choses compliquées et tout, mais à la base, l'information en elle-même, elle est extrêmement simple. On reçoit 2 signaux et on mesure la différence de phase entre les 2 signaux. Donc voilà. D'accord. Voilà comment ça fonctionne. Avec petite remarque de Seb59RX qui dit c'est le principe du ping en informatique. Ah bah très bien. Bah, tu vois, ça je savais pas. Merci Seb. Je connais pas du tout l'informatique, donc c'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Alors, il y a Dave qui dit le Jérôme Bonaldi aussi. Oui, j'étais fan de Jérôme Bonaldi dans mon enfance, comme dirait ma grand-mère, etc. C'est ça. D'accord, donc décalage de phase pour savoir exactement donc, cette position. Avec le DME, donc on arrive à savoir à peu près où c'est. Le DME, tiens, comment ça marche? Alors, le DME, c'est un système qui fonctionne en question-réponse, en fait. C'est ce qu'on appelle un système de radar secondaire, en fait. Votre avion, il envoie, pour reprendre l'analogie de Dave, de Seb, il envoie un ping en fait, et le message, enfin l'information électromagnétique, elle est reçue par le DME qui est au sol, et il va répondre par un autre message qui va être compris par l'avion. Et donc la mesure du temps que met le message pour être envoyé et la réponse pour être reçue va nous donner la distance, tout simplement. C'est un truc aussi qui est finalement très très basique. C'est compliqué au niveau technologique à mettre en place, mais le principe en lui-même est simple. C'est l'envoi d'une onde pour laquelle on connaît la vitesse de déplacement, et on mesure juste le temps qu'elle met pour revenir à l'avion, et voilà. D'accord, donc c'est vraiment de la question-réponse, quelque part. Oui, c'est ça, tout à fait. D'ailleurs, c'est le même système qui va être utilisé dans les radars secondaires qu'on a au sol, qui vont permettre d'identifier les avions, qui envoient un message, et l'avion répond au message cette fois-ci. Et donc, le radar qui reçoit la réponse va mesurer le temps qui a été écoulé entre l'émission de la question et la réception de la réponse. Et pour le coup, avec ce temps, on connaît la vitesse de propagation de l'onde. On va déterminer la distance à laquelle se trouve l'avion, tout simplement. D'accord. Ok. Donc ça, on a vu qu'on peut l'utiliser un petit peu pour les approches. On a vu qu'on peut l'utiliser aussi pour les phases de navigation. Maintenant, Ouais. La question qui se pose, c'est comment est-ce que ça se passe quand l'avion il s'approche du terrain? Alors, quand l'avion s'approche du terrain, quand il va vouloir atterrir, notamment, il y a un système qui est encore plus précis que tout ça, qui va s'appeler l'ILS. Donc, ça veut dire en français, enfin, c'est l'abréviation de Instruments Landing System, donc système d'atterrissage aux instruments. Donc là, pour le coup, on va avoir en fait 2 éléments au sol. Donc à proximité de la piste d'atterrissage, d'accord? Donc ça, c'est la piste d'atterrissage. On va avoir un premier instrument qui est composé d'antennes qui sont à l'autre extrémité de la piste, et qui va envoyer un signal qui matérialise en fait l'axe d'atterrissage, d'accord? Donc ce qu'on appelle en anglais le localizer, d'accord? Localizer. Et en plus de ça, on a un autre système qui est à proximité de la piste, donc d'un côté de la piste, à droite ou à gauche, qui va en plus envoyer un signal qui vous matérialise le plan de descente, donc qui va être standardisé. Alors, par exemple, un plan de descente à 3 degrés, d'accord,
et qui vont, donc ces deux signaux, ce qu'on appelle le glide ici et le localizer, eh bien en fait ils vont être reçus par l'avion et ils vont être affichés pour le pilote sur un instrument aussi qu'on a dans l'avion, donc qui va être soit sur l'écran principal de navigation pour un avion moderne, soit sur un instrument, encore une fois, très rudimentaire, le même qu'on va utiliser pour recevoir le VOR, et sur lequel on va avoir une croix qui va se matérialiser. Donc, alors, ça peut être aussi un autre motif qu'une croix, hein, mais c'est en gros quelque chose qui matérialise à la fois le plan de descente, donc le glide, ici, cette barre verticale, cette barre horizontale, et quelque chose qui matérialise l'axe de suivi de l'atterrissage, qu'on va appeler donc le localizer. Okay, alors des fois c'est un petit peu différent, hein. Des fois ça peut être ça peut être une image où il y a des petits triangles, etc. Enfin, ça dépend des avions, ça dépend comment c'est conçu, etc. Mais l'information est la même. Et en gros, il va falloir que vous pilotiez l'avion en maintenant cet axe, ces deux axes exactement centrés en fait suivre en fait l'axe et le plan de descente à l'aide de ces deux instruments. Donc, grâce à ça, effectivement, on va pouvoir faire des atterrissages qui sont complètement sans référence visuelle, hein, dans les systèmes les plus poussés, on va dire, enfin dans les approches qui sont les plus précises, on va pouvoir atterrir, donc aller vraiment jusqu'au toucher des roues, sans avoir aucune référence visuelle avec l'extérieur, juste en suivant ce genre de dispositif. Alors évidemment, pour piloter de manière plus propre, tout ça c'est couplé au pilote automatique, hein, c'est bien plus précis si c'est l'ordinateur qui pilote l'avion plutôt qu'un humain, mais c'est assez bluffant d'être dans la couche nuageuse, là par exemple. Vous êtes complètement dans les nuages, il n'y a aucune référence visuelle avec l'extérieur, et puis tout d'un coup, à 200 pieds du sol, vous commencez à voir la piste, et là, vous pouvez finir l'atterrissage en visuel, ou même carrément atterrir complètement aux instruments jusqu'au toucher des roues. C'est assez bluffant, effectivement. Alors, de quoi dépend justement cette précision dont tu parles ? Alors, de quoi dépend cette précision ? Ça va dépendre justement de la maintenance des instruments, de la maintenance des systèmes qu'on a au sol, de la distance à laquelle on va être. Hein. Encore une fois, c'est ce qu'on disait sur le VOR tout à l'heure aussi. Oui, qui s'applique aussi ici. Oui, tout à fait, ça s'applique ici. On va avoir une déviation en degrés, aussi bien dans le plan horizontal que dans le plan vertical. Donc, qui dit déviation en degrés dit plus ou moins de distance en fonction de la distance à laquelle vous vous trouvez, quoi, de la balise. Si on prend juste l'exemple du glide ici, et qu'on se trouve ici un petit peu haut par rapport au plan de descente notamment, eh bien, cette distance verticale, là, eh bien, en fait, si vous maintenez par exemple une déviation de 1 degré par rapport à l'axe, ces 1 degré vont représenter une distance plus faible ici que ici, si vous êtes beaucoup plus loin de la balise au sol, effectivement. Donc, c'est un système qui va être très facile à suivre, on va dire, quand vous êtes loin, puisque c'est facile de garder de la précision, puisque seulement 1 degré de différence va vous faire dévier énormément. Donc, des très petites déviations, vous n'allez pas forcément les voir sur votre instrument. Par contre, quand vous vous rapprochez du sol et donc de la balise, ces mêmes très petites variations vont en fait faire des variations beaucoup plus importantes dans vos instruments. Donc là, c'est là qu'il va falloir être beaucoup plus précis sur les commandes. Et d'ailleurs, si vous regardez sur YouTube, etc., des vidéos de cockpit où on voit des atterrissages dans des conditions turbulentes, etc., on voit que les pilotes sont tout le temps en train de jouer avec le manche pour vraiment maintenir jusqu'au bout cette précision. D'ailleurs, je profite de rebondir sur ce que tu viens de dire, puisque dans le chat, on a des gens qui sont des experts de la simulation. Ils ont d'ailleurs pour la plupart des chaînes, on va dire Twitch, sur lesquelles ils streament de FS 2020 et ce genre de choses. Et c'est assez intéressant de voir qu'en fait, ils appliquent quasiment les mêmes procédures que dans la vraie vie, quoi. Hein. Oui,
C'est vrai qu'on en rencontre souvent des étudiants qui sont passionnés d'aviation et qui font beaucoup de simulateurs. Et effectivement, mine de rien, je ne veux pas dire qu'on peut apprendre à piloter un avion juste en faisant du simulateur à la maison, hein, mais quand vous connaissez parfaitement les systèmes sur un 320 ou sur un 330 ou n'importe quel avion, effectivement, ça vous donne beaucoup d'aisance après quand vous arrivez dans un vrai avion et que vous êtes en face d'un panel d'instruments que vous connaissez déjà. Oui, effectivement. Ouais, d'accord. Et merci à Jonathan qui nous dit sympa vos lives. Mika n'a pas changé InFact en fait. Bonne soirée, merci Jonathan. Jonathan, peut-être qu'on retrouvera un de ces jours puisque monsieur est pilote sur Beech 200 et également en transfo, je crois, sur un nouvel avion. Alors oui, j'ai un scoop là-dessus, puisqu'il parle de lui. Donc il est en transfo sur ATR actuellement. Bon ben voilà, on va avoir un expert ATR qui viendra nous parler. Hein, Jojo? Un jour sur la zone aéro, tout à fait. Voilà. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a des limitations, est-ce qu'il y a des risques à utiliser ces balises-là? Est-ce que c'est plus fiable quelque part que les yeux du pilote du coup? Ah bah oui, c'est beaucoup plus fiable. Effectivement, ouais, c'est beaucoup plus fiable. Et d'autant plus fiable si c'est couplé avec un système de pilotage automatique, puisque on sait très bien que alors déjà le pilotage quand tu as les références visuelles avec l'extérieur, s'il est fait par un humain, il n'est pas très précis, hein. L'humain, il va très vite se fatiguer, il va très vite avoir des difficultés pour maintenir une altitude, pour maintenir une attitude, pour maintenir une vitesse, etc. Alors, imaginons qu'en plus, on est sans référence visuelle avec l'extérieur. C'est absolument impossible de faire une approche quand vous avez des références visuelles extérieures qui sont absentes. Oui, tout à fait. C'est beaucoup plus précis. D'accord. Ok. Tout à l'heure, on parlait justement de cette interrogation quelque part de l'avion sur la balise. Tu nous disais que la balise pouvait répondre et ce genre de choses. Tu nous parlais du radar. Le radar dont tu parlais, c'est celui qu'utilisent les contrôleurs pour matérialiser la position des avions et les aider quelque part. Tout à fait, oui, tout à fait. Donc les tours de contrôle, elles sont équipées de radars pour détecter les avions. Alors, encore une fois, sans rentrer dans des détails techniques, il y a deux types de radars. Donc, il y a ce qu'on appelle les radars primaires, et les radars secondaires. Donc, en fait, un radar primaire, c'est quoi? C'est ce qu'on voit dans les films de sous-marins, le truc très très classique où on a un opérateur qui est derrière son écran et il va envoyer des échos dans toutes les directions. Et en fait, ces échos vont rebondir sur un objet, quelque objet que ce soit, et donc sur l'écran, on va avoir un retour, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. Donc en gros, le principe du radar primaire, c'est j'ai une antenne, j'envoie un signal électrique, un signal radioélectrique quelque part, j'ai un objet qui est quelque part, donc j'ai un avion qui est dans le ciel, le signal va rebondir sur l'avion et va revenir, et donc le radar enregistre dans quelle direction il reçoit le retour, et le temps qu'a mis le retour, enfin le temps qu'a mis l'onde électromagnétique pour aller et pour revenir. Et donc en fonction de ces deux paramètres, l'angle à laquelle on a détecté l'objet et le temps qu'a mis le signal pour aller et pour revenir, eh bien sur notre écran, on a une position, quoi. Enfin, on va avoir un objet qui est détecté dans les 300 degrés à telle distance. Mais d'accord. On ne sait pas vraiment ce que c'est parce que finalement, on a juste un écho qui est revenu. Après, c'est effectivement très très limité, hein. Il n'y a rien de spécial qui va être indiqué. Il n'y a aucune information supplémentaire. D'accord. Donc, en fait, dans le contrôle aérien, on va avoir ce qu'on appelle un radar secondaire, qui est un autre type de radar qui va être beaucoup plus précis, puisque là, pour le coup, on a une réponse active de l'avion. D'accord ? Donc, effectivement, bien sûr, c'est dans une utilisation civile et c'est avec des avions dont on sait qu'ils vont répondre à nos interrogations, bien évidemment. Donc là, pour le coup, la différence, c'est que
on va avoir une antenne aussi qui envoie une onde électromagnétique. Et cette onde électromagnétique, elle est reçue par l'avion. Il va l'analyser, il va la traiter et il va faire une réponse active. Et donc, qui dit réponse active dit envoi d'informations supplémentaires. Notamment, il va envoyer son altitude. Okay, il va envoyer son type d'avion. Il va envoyer son code, ce qu'on appelle son code transpondeur. Donc, un code que lui a été attribué par le contrôle. D'accord? Donc, tout ça fait que, encore une fois, on augmente la précision, on augmente la qualité du signal, on augmente la précision de la détection, etc. C'est une sorte de mise à jour ou de surcouche du radar primaire, quelque part. Tout à fait, c'est exactement ça. C'est une information additionnelle. Et d'ailleurs, je ne sais pas s'il y a des contrôleurs, d'ailleurs... voilà une question qu'on peut poser. Est-ce qu'il y a des contrôleurs aériens dans le chat? Voilà. Mais effectivement, sur un écran de contrôleur, on voit les deux retours, hein, sur le retour du radar primaire, s'il y a un radar primaire, plus le retour du radar secondaire quand il existe, effectivement. D'accord, et donc ça donne au contrôleur quelque part cette vision synthétique où il voit tout dessus. Exactement. Ouais. Exactement. Alors, petite précision de Nico qui dit, et je pense que c'était lié tout à l'heure aux approches ILS dont tu parlais, le pilote, je pense, peut surcorriger alors que le PA, lui, au contraire, il est plus précis. C'est ce que tu disais. Tout à fait, ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Alors, il y a des procédures, hein, bien sûr. Hein, on parlait de la précision. Si vous pouvez suivre un ILS en manuel, hein, il n'y a aucune contre-indication à ça, sauf consigne compagnie, mais à ma connaissance, on peut toujours suivre un ILS en manuel, hein, et à partir d'une certaine hauteur, on va le suivre en manuel. Donc effectivement, il y a un risque de surcorriger, mais et c'est pour ça qu'on vole en équipage, et c'est pour ça qu'il y a des tas de procédures qui sont là pour la sécurité. Si on dévie trop de l'axe, ou si on dévie trop du plan de descente, la procédure, c'est on fait une remise de gaz. Donc c'est l'occasion, je pense, de rappeler aussi aux gens que quand vous prenez l'avion et que le pilote ou les pilotes font une remise de gaz pour refaire une seconde approche, il n'y a absolument rien d'exceptionnel. C'est une procédure qui est tout à fait normale, qui est faite justement parce que peut-être qu'à un moment donné, on a dévié de la tolérance qui était acceptable. Et au moment où on dévie, plutôt que de surcorriger et de faire une manœuvre qui, là, serait dangereuse, pour le coup, on va préférer faire une remise de gaz et faire une nouvelle approche, quoi. Et comme disent les anciens, tout atterrissage est une remise de gaz ratée. Tout à fait, c'est cela, exactement. C'est ce qu'ils disent. Et Nico qui précise justement procédure et méthode de pilotage. Voilà, la procédure, les SOPs, la procédure, tout à fait. Ok, très bien. Est-ce que dans le chat vous avez des questions particulières, que ce soit sur le NDB dont on parlait tout à l'heure, le VOR, le DME, l'ILS, tout ce qu'on a abordé jusqu'à présent? Est-ce qu'il y a des petites choses qui vous taraudent, ou est-ce que vous voulez un peu plus de précision? Peut-être que vous voulez aussi une explication un peu plus technique quelque part. Là c'est vrai que ces explications étaient très claires, très générales, génériques, un petit peu à la portée de tout le monde. Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaitez voir abordées par notre ami Michael qui est là? Profitez-en évidemment. N'hésitez pas à le faire sur le chat. On a parlé un petit peu de tout ça. Oui. ILS par exemple, à ton avis, donc qui a un système qui est quand même super précis, hein, c'est le système quasi qu'on utilise le plus encore aujourd'hui pour les atterrissages de précision, donc qui nous guide dans le plan de descente et sur l'axe. Donc c'est un système qu'on va qualifier, qu'on pourrait qualifier de moderne. À ton avis, Sébastien, quand est-ce qu'on a mis en place l'ILS? Depuis quand on utilise ce genre de système? Est-ce que tu as une idée de ça? Eh bien, moi, l'idée que j'ai, c'est plutôt qu'on va demander au chat. Voilà, très bien. On va les faire participer, nos amis. Donc, vas-y, je t'invite à reposer ta question, mais cette fois-ci, tournée vers le chat. On compte sur vous, les amis. C'était, est-ce que quelqu'un aurait une idée de quand ce système a été mis en place, a été introduit, approuvé pour la première fois? Ce système qui est quand même hyper précis, qui nous permet des atterrissages de précision, qui nous permet de passer
d'atterrir sans référence visuelle absolument, etc. Et là, ils sont tous sur Wikipédia, tu vois. Il y a quelqu'un qui met années 50, donc c'est bien, c'est ça, effectivement. Effectivement, c'est un système qui a été inventé en 1949, et il y a le chat qui passe devant, et qui a été finalement approuvé, moi j'avais noté en 1949, donc c'est quand même fou parce que c'est à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, etc., à l'époque où on était encore avec les Spitfire, c'est un système qui a été mis en place dans ces années-là, oui, effectivement. D'accord. Petite question, ou petite intervention de Seb qui dit: vu le coût d'entretien des balises VOR DME, ça ne serait pas moins coûteux de passer directement par le GPS. Très bonne intervention. Alors superbe intervention parce que effectivement on en est là. On en est là, effectivement. Donc l'avenir de la radionavigation, ça va être ce qu'on appelle au sens large le GNSS, donc les systèmes satellitaires. Il n'y a pas que le GPS, il y a le Galileo, le GLONASS, etc. Mais c'est effectivement l'une des raisons pour laquelle ces systèmes anciens de radionavigation, ils tendent à disparaître et ils tendent à être remplacés par les systèmes satellitaires, effectivement. Puisque, bien sûr, le coût d'entretien est bien moindre, puisqu'en fait, vous recevez un signal GPS, un signal satellitaire dans l'avion, et c'est votre avion, votre matériel qui se charge de la gestion de la précision de navigation. Alors, pour le coup, les coûts sont vraiment diminués parce que déjà, c'est plus à la charge des États de faire ça, à part bien sûr la mise en place des satellites, mais leur utilisation à l'intérieur des avions, tout ça, c'est à la charge de l'opérateur finalement. Ouais. Alors que des systèmes classiques comme l'ILS, le VOR, etc., c'est des systèmes qui sont encore dans le domaine du service public et qui coûtent très très cher à maintenir et à faire fonctionner, effectivement, tout à fait. D'accord, ce que j'allais dire, envoyer une balise là-haut, ça doit coûter de l'argent plus que de la planter dans le sol. Ah oui, bien sûr, ça coûte de l'argent, mais une fois qu'elle est en place, en fait, les frais de fonctionnement n'ont rien à voir avec l'entretien annuel d'un ILS, etc. Alors, si vous multipliez ça par le nombre de balises ILS que vous avez, par exemple, en France, le coût devient très, très vite monstrueux, effectivement. D'accord. Donc, on va voir diminuer ces balises à terme, remplacées justement par ces nouvelles technologies. D'ailleurs, je vous propose d'aborder cette navigation satellite, ces approches satellites, ces approches RNP d'ailleurs, pour ne pas les citer, avec un expert qui devrait intervenir bientôt, qui est pilote de ligne dans la compagnie française HOP, et qui devrait venir nous parler un petit peu de tout ça, de comment ça marche, de comment c'est calibré, etc., etc. Donc ça devrait être intéressant, c'est à venir dans le programme de la zone, restez connectés. Pour en revenir donc à la radionavigation, moi j'avais une dernière question, mon cher Michael. On a parlé d'ondes radioélectriques. Je suis tout oui. Ah, tu fais bien. Ondes radioélectriques, on va faire, comment dire, pour illustrer ma question, on imagine qu'on est dans sa voiture avec un poste de radio, on part du sud de la France et on monte vers le nord de la France. Au bout d'un moment, ma radio, je ne vais plus la recevoir. Tout à fait. Mais j'ai remarqué que je la reçois plus ou moins loin. Donc il y a des variations. Donc pour les avions, comment est-ce que ça marche? Finalement, c'est la propagation des ondes qui varie? Alors oui, c'est la propagation des ondes qui varie parce que en fonction de la fréquence qui va être utilisée, donc de la gamme de fréquences exactement. Donc on va avoir des ondes en mégahertz, des ondes en gigahertz, etc. Donc en fonction de cette gamme de fréquences, la propagation n'est pas la même. Donc notamment tout ce qui était NDB, qui était très rudimentaire en termes de précision et en termes d'usage, ça avait un avantage qui était très sympa, c'est que c'est des signaux qui suivaient la courbure de la Terre. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez une planète qui est comme ça,
et que votre balise elle est ici, eh bien en fait potentiellement le message qui est envoyé, il va suivre la courbure de la Terre. Donc même si vous n'êtes pas dans le champ visuel, on va dire ce qu'on appelle en anglais line of sight de la balise, vous recevez quand même le message. Donc c'était très très bien. Maintenant, effectivement, l'inconvénient de ces gammes de fréquences, c'est que effectivement la précision n'était pas optimale. Et donc là, je parle bien des NDB, donc ce qu'on appelle les radiocompas en français. La précision n'était pas optimale et en plus, c'est des éléments qui sont très très sensibles aux conditions météo notamment. Donc, sans rentrer dans les détails, les pilotes savent très bien qu'un faisceau de NDB, si vous avez un cumulonimbus dans les environs, il va être dévié. Et voire même pire, en fait, votre instrument dans l'avion, si vous avez un orage, il va vous indiquer non pas la balise, mais la direction de l'orage. Donc, si vous voulez aller dans le CB, vous suivez l'instrument directement. C'est pas mal ça. Voilà, c'est pas mal, effectivement. C'est pas mal. Voilà, donc ça, c'est pour une certaine gamme de fréquences. Maintenant, dans des instruments qui sont arrivés après, donc notamment le VOR et l'ILS, à l'inverse de ce qu'on avait sur les NDB, on va avoir une propagation qu'on appelle line of sight. Ça veut dire que on va la recevoir tant qu'on est dans le champ visuel entre guillemets du faisceau. C'est-à-dire que passer une certaine distance, à cause de la courbure de la Terre, vous la recevez plus. Donc là, par exemple, vous voyez, hop, ici, là, c'est fini, on la reçoit plus parce que la courbure de la Terre nous masque l'instrument. En fait. Et le relief aussi, du coup, parce que si on imagine qu'on a une montagne, on ne voit plus rien. Tout à fait, ouais. Le relief aussi va affecter, tout à fait, ouais. Le relief va affecter, et pas seulement par masquage en fait du faisceau électromagnétique, mais le relief va aussi créer des perturbations dans le sens où on va avoir des faisceaux qui vont rebondir sur les montagnes, on va avoir des phénomènes de réflexion, de réfraction, etc. Donc oui, tout à fait. Ce que n'a pas bien évidemment le GPS. Et c'est aussi une raison pour laquelle la radionavigation s'oriente de plus en plus vers des systèmes satellitaires, effectivement. Oui, le signal vient d'en haut et non pas sur le côté. Donc du coup, c'est plus pratique. Alors, dans tous ces systèmes dont on a parlé, là, il y en a un qui est un grand oublié, qui s'appelle le MLS, donc le système d'atterrissage par micro-ondes, en fait, Microwave Landing System. Alors, c'est quelque chose qu'on enseigne toujours en ATPL. En fait, c'est un système qui n'a jamais été utilisé, qui a été développé par les États-Unis à une époque où, malheureusement pour lui, parce que c'était un système d'atterrissage aux instruments qui était beaucoup plus précis que l'ILS, qui apportait beaucoup plus de possibilités en termes de différents plans d'approche, etc. Donc, c'était quelque chose qui aurait été super bien. Mais malheureusement pour lui, il est arrivé dans les fins des années 70, si je ne me trompe pas, et c'est le moment où on a commencé à mettre en place les satellites et où tout le monde s'est dit, en fait, pourquoi s'embêter à développer quelque chose d'encore plus complexe, encore plus technique, alors qu'on peut dès à présent axer toute notre énergie sur du système satellitaire, quoi. D'accord. Donc, dommage pour lui. Donc le MLS, on ne l'a jamais vu quelque part. Non, on ne l'a jamais vu. Je crois qu'il y a quand même eu aux États-Unis des installations qui ont été fonctionnelles, il me semble, si je ne me trompe pas. Je ne suis pas expert là-dedans, mais je crois. Mais oui, non, sinon c'est quelque chose qui n'a jamais été développé à grande échelle. D'accord. Ok, très bien. Écoute, merci pour ces explications. Je pense qu'elles ont été très claires. J'espère que vous avez tout bien compris sur le chat. Si vous avez des questions particulières, je vous invite à les poser maintenant, puisqu'on va lancer la dernière partie de l'émission, puisqu'il est déjà 21h30. Je vous propose de lancer la séquence remise de gaz, la foire aux questions, et n'hésitez pas à poser les questions qu'on a pu aborder ou non à Michael. Et c'est parti.
la petite séquence remise de gaz. Donc, on a parlé de radionavigation ce soir avec des histoires de radial, de balises, de VOR, de NDB, un petit peu de GPS comme ça, d'ILS. Est-ce que le chat, vous avez des questions particulières à poser à Michael? Si vous êtes en train de passer la TPL théorique, vous avez des questions 062, c'est maintenant les amis. Profitez-en. Bon, apparemment, il y a des gens qui sont satisfaits puisque je vois que l'excellent Gaz Emera dit super, merci. Nico aussi, cool, merci. Dave qui dit merci. Tout le monde dit merci, donc visiblement c'est que ça a dû leur plaire. Pas de questions? D'habitude on a toujours une ou deux petites questions, donc tu deviens de plus en plus performant, Michael. Ou alors c'est que je les ai séchés complètement, peut-être. Non, je pense pas, hein. Je pense pas. Ou alors peut-être qu'ils savent déjà tout. Théo qui dit merci également. Ok, donc pas de questions techniques, c'est fabuleux ça. Bravo Michael. Bravo pour tes explications. Ah si, tiens, il y en a une. C'est Dave qui la pose. Hop, je vais l'afficher. Voilà. Sécurisation des ondes électromagnétiques, brouillage. Bonne question. Bonne question. Alors, brouillage, ça m'évoque quelque chose qui avait été mis en place pour le GPS. Alors, je sais que ça fera l'objet d'une autre émission, mais juste en deux mots, le GPS qui est un système américain, sans rentrer dans des considérations triviales, effectivement, les États-Unis se sont toujours préoccupés du fait qu'un jour, quelqu'un pourrait utiliser leur propre système de guidage pour leur envoyer des missiles, quoi. Ah. Donc, effectivement, en termes de brouillage, ils avaient inventé un système qui s'appelait SA, Selective Availability, et qui avait pour but de brouiller pour un certain nombre d'heures le signal GPS qui était reçu par les utilisateurs. Voilà. C'est un système néanmoins qui n'a jamais été mis en fonctionnement. Et qui a été de manière très très officielle désactivé, si je ne me trompe pas, dans les années 2000 par Bill Clinton. D'accord. Voilà, pour ouvrir le GPS au monde entier et c'était la version élégante de le dire, hein, et pour faire comprendre que effectivement ça devenait un système qui désirait offrir en fait au monde entier. Voilà. D'accord. Okay. Pour ce qui est des ondes électromagnétiques, brouillage, sur des systèmes très très précis, on va avoir des inconvénients de brouillage qui ne vont pas être volontaires, mais effectivement qui vont perturber la précision d'un ILS par exemple. Donc quand on fait un ILS, ce qu'on appelle 4.3, catégorie 3, qui va être l'atterrissage le plus précis qu'on puisse faire, où l'avion est guidé jusqu'au sol, en fait, on va avoir une procédure à suivre quand on est au sol, notamment pour ne pas trop s'approcher justement du faisceau de descente, quand on est un avion qui est au roulage notamment, pour éviter les brouillages, parce que les ondes électromagnétiques, ça reste un principe physique qui va être perturbé par des masses métalliques importantes, par des objets à proximité, etc. Donc oui, il y a bien sûr des problèmes de brouillage. Ouais. Aussi ce que je disais par rapport au NDB qui va être perturbé par la présence de cellules orageuses, etc. Par aussi, encore une fois, bon, c'est un principe physique qui est assez élémentaire, mais quand on parle d'une onde électromagnétique qui voyage à une certaine vitesse, cette vitesse, normalement, elle est égale à la vitesse de la lumière dans le vide, mais bien sûr, on n'est pas dans le vide. Nous, on est dans une atmosphère, on est dans une masse d'air qui va avoir une certaine composition, et cette composition, notamment la quantité d'humidité, va pouvoir avoir un décalage de précision dans certains moyens de guidage radionavigation. D'accord, mais c'est connu, donc du coup, il faut le prendre en ligne de compte, quoi. Tout à fait, c'est connu des pilotes, il faut le prendre en ligne de compte, tout à fait. Ok. Nico qui dit d'ailleurs, celui qui se perd, c'est qu'il l'a fait exprès. Bon, c'est vrai qu'effectivement, c'est un peu dur de se perdre. Ça peut toujours arriver, hein, mais c'est dur de se perdre. Ouais.
Voilà. Ce qui peut arriver, en fait, c'est qu'au milieu de toutes ces informations, on soit désorienté et qu'on se perde à cause du cerveau qui déconnecte, on va dire. Mais effectivement, avec le nombre d'informations qu'on peut recevoir, ouais, c'est assez difficile de se perdre. Tout à fait. D'accord. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions dans le chat à poser à notre ami Michael? Le temps que vous posiez vos toutes dernières questions, puisqu'il est 21h36, on ne va pas tarder de rendre l'antenne. Je vais juste vous partager le petit écran. Donc, Michael, tu restes avec nous le temps que on bascule sur l'autre écran. Voilà. Et puis, hop, je crois que je vais faire ça et je vais vous partager comme ceci. Est-ce que ça marche ou pas? Non. Alors, hop, j'arrive tout de suite. Voilà. Alors moi, j'ai une question. Est-ce qu'on peut voir dans un futur proche un 320 Neo avec le logo de la zone aéro? Est-ce que c'est en projet dans les tuyaux? Alors, il nous faudra beaucoup plus d'abonnements, mon cher Michael. Donc ça va pas dépendre de nous, ça va dépendre des viewers. Ok. Voilà, c'est une question financière, on va dire, mais ça serait drôle. Ça serait drôle. C'était juste pour vous montrer donc le serveur Discord de la chaîne, donc la zone aéro que vous voyez ici. Hop, est-ce que j'ai l'accès pour vous montrer? Oui, il est là. De Nico59 qui dit est-ce qu'avec une centrale inertielle on peut se passer de la radionave? En théorie je dirais oui, mais la centrale inertielle effectivement il va falloir quand même qu'elle soit recadrée et en pratique non, c'est pas fait. Mais pour certaines parties de la navigation, notamment des navigations transatlantiques où il n'y a pas forcément beaucoup de balises disponibles, ou à une époque où on n'utilisait pas encore la navigation satellitaire, on dépendait effectivement énormément des centrales inertielles. Tout à fait. Ben voilà, Nico, tu as ta réponse. Hop, je reviens vite fait, très rapidement, pour vous dire que le serveur Discord de l'émission est accessible. Pour ce faire, hop, twitch.tv, vous venez sur la page si vous voulez, donc l'adresse d'inscription, et notamment pour les pilotes de venir poster vos photos en vol, parce que c'est aussi ce qu'on recherche, mais si vous voulez le partager, au contraire, c'est avec plaisir. Voilà, on descend ici, vous avez, voilà ici, vous voyez, le forum, rejoignez le forum Discord gratuit, vous cliquez dessus, et donc vous arriverez directement sur le serveur Discord de l'émission, et on a lancé cette semaine plein de choses, notamment la partie donation de la chaîne si vous le souhaitez, et puis la boutique de goodies qui est juste en phase de lancement, qu'on va optimiser à suivre. Et d'ailleurs, si on clique dessus, vous allez voir la piste qui va apparaître, hop, ici, voilà, avec tout un tas de choses voilà, qui vous sont proposées. Donc si vous voulez faire un petit tour, allez-y, mais sinon voilà, on va mettre à jour petit à petit des articles. Alors, on a quelques objectifs, c'est que d'ici la centaine d'abonnés, c'est ce qu'on s'est fixé d'ici la fin de l'année. Si on arrive à dépasser la centaine d'abonnés, on fera faire des petits porte-clés en flamme, les Remove Before Flight de la zone aéro, ce qui devrait être sympathique, je pense. Bon, en attendant, on va avoir d'autres choses à vous proposer d'ici là, et on vous en reparlera puisqu'on vise déjà le partenariat Twitch. On repasse avec notre ami Michael. Est-ce que vous avez encore des questions ou est-ce que tout est OK pour vous? Moi, je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire très rapidement. Là, ouais. C'est vrai que tu disais si vous êtes pilote et en activité et que vous voulez nous envoyer des photos en vol, c'est plus que bienvenu. Alors, moi particulièrement, pour être aussi instructeur météo, je demande souvent à mes anciens étudiants qu'ils m'envoient toute photo de phénomènes inhabituels, etc. Donc voilà, plus que bienvenue. Si vous allez voler en zone tropicale et que vous avez des CB qui montent jusqu'au niveau 550, voilà, c'est bienvenu. Voilà, donc l'appel de Michael, n'hésitez pas à venir poster vos photos sur le serveur Discord, et il y a une partie souvenirs de vol.
Et éventuellement, on peut même en ouvrir une, phénomène météo, pourquoi pas, où vous pouvez venir alimenter tout ça, où on pourra les décaler, il n'y a pas de problème. Bon, pas d'autres questions? Bah écoutez les amis, on va rendre l'antenne, 21h40, 1h10 d'émission, ce qui est plutôt pas mal. Je vous rappelle le programme à venir dans la zone aéro. Hop, on va revenir sur la caméra principale, voilà. Dave qui envoie une ovation, merci à toi Dave. Donc, je le disais, j'ai parlé de la boutique, j'ai parlé donc des stickers qui devraient arriver dans les prochaines semaines qu'on pourra vous faire gagner et vous envoyer pour sticker la zone aéro un peu partout si vous le souhaitez. Merci à toutes les nouvelles personnes, à tous les nouveaux viewers qui nous ont rejoints. Soyez les bienvenus dans la zone. J'espère que l'émission vous a plu et que vous reviendrez nous voir. Vous pouvez également, je le rappelle, proposer vos sujets. Si vous avez un sujet particulier que vous souhaitez voir abordé dans la zone, aucun problème. Encore une fois, ça se passe sur le Discord. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur le Discord. Vous allez dans la partie sujet, proposition de sujet, et n'hésitez pas à faire votre proposition. On va peut-être pas la prendre immédiatement si vous voulez, parce qu'on a un planning assez serré avec tous les intervenants qui pour la plupart sont aussi instructeurs, donc travaillent et ont des occupations et des obligations. Mais dès que c'est possible, on l'aborde et on vous dira d'ailleurs sur les réseaux sociaux notamment et aussi sur le Discord le planning des prochaines émissions à venir. Voilà ce que j'avais à vous dire. Eh bien, écoutez, on va clôturer l'émission. On va dire bonsoir à Michael. On leur remercie d'être encore une fois passé nous voir pour nous parler de radionavigation. La dernière fois, c'était sur la portance, l'aile et la portance. Et d'ailleurs, l'émission est disponible sur la page YouTube de l'émission. Et oui, et c'est tout, parce que l'autre a été enlevé. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, trois possibilités, on va dire trois grandes possibilités. Le don via le lien Stream Elements Tips, vous pouvez faire un don et évidemment nous on n'est pas rémunéré là-dessus, je le dis, je le répète, nous on est là bénévolement, on fait ça pour le plaisir, pour vous proposer du contenu et toutes les donations vont nous permettre d'aider à améliorer le stream, à améliorer le matériel, à vous proposer des contenus, à faire venir des gens, à faire venir des invités. Donc n'hésitez pas et un grand merci à toutes celles et ceux qui se sont abonnés comme Gaz Emera tout à l'heure, comme Pierre KDI, comme Seb59 qui a renouvelé son abonnement tout à l'heure. Vous pouvez le faire aussi avec un abonnement Prime sans aucun problème, comme ce qu'a fait Gaz Emera tout à l'heure. Donc merci à vous qui nous soutenez, qui participez. Merci pour le stream. Et puis merci Michael. Merci à toi. Rendez-vous la prochaine fois. Alors peut-être pas la semaine prochaine, mais pour un prochain sujet, sans aucun problème. Ok, avec plaisir, très bien. Voilà, merci beaucoup. Et quant à nous, donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Même heure, même endroit, sur la zone aéro, 20h30, avec un nouveau sujet. Je l'ai dit en début d'émission, je le rappelle pour ceux qui n'étaient pas là, le 18, on retrouvera notre météorologue de la zone, Hélène, qui viendra nous parler de cumulonimbus. Elle va nous détailler même la vie d'un cumulonimbus, comment est-ce qu'un orage quelque part se forme, se développe, quels sont les risques, comment est-ce qu'il évolue, etc. Donc si ça vous intéresse, sachant qu'en plus les démonstrations d'Hélène sont toujours très appréciées, n'hésitez pas à venir nous rejoindre dans la zone le 18 à 20h30. 21h44, je vous souhaite à toutes et tous une très bonne fin de soirée. Fly safe, rendez-vous la semaine prochaine. Et puis, si vous souhaitez voir la rediff de l'émission de ce soir, c'est sur notre chaîne Twitch dans le replay. Et ce sera ce week-end sur la page YouTube. Merci à toutes et tous. Salut Dave, salut Seb, salut Gaz Emera, salut Théo, salut à tous les utilisateurs du chat et rendez-vous la semaine prochaine. À plus tard. Bye bye.